Merci, faites attention. Alors, j'aimerais remercier les membres du conseil, les maires qui sont ici cet après-midi, les employés d'être présents. Merci pour l'année qui vient de se passer, votre beau travail que vous avez fait. Et on verra les résultats lorsque vous donnerez le rapport dans quelques minutes. Et merci au public et aux médias d'être ici cet après-midi. On va procéder à la réunion. Vous avez reçu l'ordre du jour. Les présences, je pense le maire de Caraquette qui n'est pas arrivé, mais il ne doit pas être longtemps, il doit être juste au soir. Il est trop loin. Et puis Bernard Savoie. Si on passe à la déclaration de conflit d'intérêts, est-ce que des membres qui ont des conflits d'intérêts avec l'ordre du jour que vous avez reçu? Sinon, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, vous remarquerez qu'à l'item 9, la nomination des dirigeants, étant donné vous avez vu, on est en élection pour quelques-uns les maires, vous avez vu dans les enseignes à certains endroits. Alors, la nomination des dirigeants se fera, je pense que l'année d'hiver, le mois de juin, quelque temps, parce qu'avant la saison estivale. Alors, on reportera ça à plus tard et je pense qu'on a besoin d'une proposition pour le faire. Alors, à l'item 9, ce sera la seule référence. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Joseph propose, secondé par Maire Landry. Des questions, sinon prêt pour l'adoption de l'ordre du jour. Ceux qui sont en faveur signifient en disant oui. Ceux contre non. Motion adoptée. L'adoption du procès verbal. Si vous regardez, le procès verbal a été circulé. Il y a juste une petite correction à la page 4. Si vous avez regardé, si vous vous rappelez, un an passé, à l'item pour l'élection du poste de vice-président, Bernard Thériault signifie son intérêt de conserver la fonction de vice-président. C'est juste président, là, il manque le vice. C'est la seule erreur, à moins que quelqu'un d'autre en ait remarqué. Et sinon, est-ce que quelqu'un qui est prêt pour proposer l'adoption du procès verbal? Denis Lausier, appuyé par quelqu'un qui appuie, Bernard Landry. Prêt pour la question? Ceux qui sont en faveur signifient en disant oui. Il y a pas de moment. Ton gros parti. Denis. Ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Oui, c'est prêt pour Alors, les procès verbal adoptés. L'adoption des états financiers vérifiés de 2025 sont présentés par Rachel. Je vais prendre comme ça. C'est juste Rémi Hébert qui va présenter, qui est notre vérificateur. Pour les états financiers, on commence à la page 2, notre rapport des auditeurs. Le rapport, c'est notre produit en tant que vérificateur, c'est le produit du vérificateur. C'est divisé en 4 grandes sections. La première section, c'est la section d'opinion. Ce qu'on regarde au deuxième paragraphe, c'est-à-dire, à notre avis, ces états financiers consolidés donnent à tous les égards importants une image fidèle de la situation financière de la Commission des services régionaux péninsule acadienne au 31 décembre 2025. Autrement dit, on a regardé les chiffres qui étaient dans les états financiers, puis on n'a pas trouvé vraiment, il n'y a pas d'erreur. Deuxièmement, c'est le fondement de l'opinion. C'est sûr que nous autres, comme comptables, on suit des normes rigoureuses pour arriver à cette opinion-là. On est régi par plusieurs standards. En troisième lieu, la responsabilité de la direction. Ultimement, c'est la direction de la CSR qui est responsable des états financiers. Puis le quatrième, c'est la responsabilité des auditeurs, que notre responsabilité, nous autres, c'est de donner une opinion sur les états financiers. Si on regarde les résultats, à la page 4, il était des résultats d'exploitation du surplus accumulé consolidé, qui est les résultats du 1er janvier au 31 décembre 2025. La colonne du milieu 2025 actuelle, c'est les chiffres de 2025. Ça fait qu'on a des revenus, vente de services 3,4 millions, frais de facture aux banques 5 millions, autres revenus 4 millions, puis des revenus d'intérêt de 1 400 $, pour un total de revenus de 12 496 393 $.
Ensuite de ça, il y a les dépenses. Administration, 2,7 millions. Services financiers, 135 000. Gouvernance, 55 000. Collaboration, planification locale, 779 000. Services de planification et d'inspection des bâtiments, 1,5 millions. Gestion des déchets solides, 3,5 millions. Promotion touristique, 463 000. Développement économique, 623 000. Développement communautaire, 666 000. Services de transport régional, 1,2 million. Sécurité publique, 221 000. Infrastructure sportive et récréative, 227 000. Pour un total de dépenses de 12 312 167 $. Ça veut dire que si on prend les revenus moins les dépenses, ça vous laisse avec un surplus pour l'année de 184 226 $. Ça, c'est le surplus selon la comptabilité pour les services du secteur public. Si on regarde la comptabilité par fonds, à la page 17, on fait une réconciliation pour arriver avec les montants pour vos budgets. Tout ce qu'on fait à la page 17, on commence avec les montants en haut qui seraient les surplus des différents fonds, surplus ou déficit des différents fonds selon la comptabilité du secteur public. Puis on le ramène, on additionne ou on soustrait les différents éléments pour la comptabilité par fonds. Ça fait qu'on arrive en bas avec les montants par fonds. Ça fait que pour services collaboratifs et l'aménagement régional, un surplus de 11 231. Pour services de planification, un surplus de 20 996. Gestion des déchets solides, un déficit de 95 668. Promotion de tourisme, un surplus de 11 254. Développement économique, un surplus de 18 $. Développement communautaire, un surplus de 23 349. Transport régional, un surplus de 197 $. Comité de sécurité publique, 5 073. Et finalement, infrastructure sportive, récréative, culturelle, un surplus de 18 408 $. Ça, c'était les résultats pour l'année. Ensuite de ça, à la page 5, c'est l'état de la situation financière consolidée qui donne un portrait de la CSR au 31 décembre 2025. Ça fait qu'au 31 décembre, il y avait de l'encaisse pour 476 000, et comptes à recevoir pour 369 000, somme à recevoir des agences gouvernementales 81 000, somme à recevoir du gouvernement provincial et fédéral 437 000, les actifs financiers 1 364 000. À ça, on soustrait les passifs financiers, emprunts bancaires, qui sont avec les marges de crédit, 277 000, compte à payer frais courus, 1 million, revenus perçus d'avance, 1,3 million, dette à long terme, 2,4 millions, puis des congés de maladie courus pour 16 600. Un total de passifs de 5 121 073, qui donne une dette nette de 3 756 664. À ça, on ajoute les actifs non financiers, qui sont les immobilisations corporelles, net d'amortissement pour 5 323 000, et aussi les frais payés d'avance de 106 000, qui donnent les actifs moins les passifs, qui donnent un surplus accumulé de 1 673 297. Le reste des états financiers, c'est d'autres états et des notes explicatives qui donnent plus de détails sur les chiffres que je viens de dire. Est-ce qu'il y a des questions sur les états financiers? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? C'est clair comme ça, on peut dire merci à Mélanie, son équipe. Merci aux vérificateurs pour votre beau travail. Pas de questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer l'adoption? Dr. Caddy propose l'adoption du rapport des états financiers vérifiés, appuyé par Joseph Plantin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, prêt pour l'adoption des états financiers vérifiés? Pas de questions? Je pense que ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Ceux contre, motion adoptée. Nomination du vérificateur, est-ce qu'on a une entente pour 2 ans, 3 ans? Oui. C'est ça. Étant donné qu'on avait une entente de 3 ans avec le vérificateur actuel, donc on a accepté en 2024, la recommandation de l'administration à ce moment-ci, c'est qu'on maintient l'entente de service de vérification de la firme comptable Alain Paquette et Arsenault pour l'année financière 2026. Et merci Mélanie. Est-ce qu'il y a des questions
Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à proposer qu'on continue? Denis Landry, appuyé par Joseph Lantin. Qu'on continue avec la même firme de vérification pour la prochaine année. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, prêts pour la question? Ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Ceux contre, motion adoptée. Et on passe après ça au rapport, le rapport annuel que vous avez reçu. Et on donnera le rapport par section. Je vais commencer avec le rapport du président. Vous trouvez la page 5. L'année 2025 aura été marquée par plusieurs avancées de la Commission des services régionaux de la péninsule acadienne. Grâce à la collaboration entre communautés membres et les partenaires de la région, la CSRPA a poursuivi ses efforts afin de soutenir le développement régional et offrir des services qui répondent aux besoins de la population. Au cours de la dernière année, plusieurs initiatives importantes ont été mises de l'avant, notamment l'amélioration de certains processus administratifs, dans l'optimisation de l'émission de permis de construction, ainsi que des progrès dans le développement du service de transport régionaux. La CSRPA a également travaillé avec ses partenaires pour mieux répondre à certains enjeux sociaux dans la mise en place d'un centre d'accueil d'urgence pour les personnes vivant en situation d'itinérance. Et vous l'avez vu à plusieurs reprises dans les journaux au cours de l'hiver jusqu'au printemps. Ça a été, je pense, un succès pour la première année. Et j'ai vu Cédric dans une entrevue pas longtemps. On ne peut pas se compromettre, mais je pense qu'on peut rêver pour la prochaine année qu'on soit prêt avant que l'hiver arrive. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe pour avoir permis à des personnes qui n'ont pas d'abri, qui dorment dehors. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que ça arrive, mais c'est encore là. Donc, ces personnes-là au moins ont pu, pendant l'hiver, avoir un abri et se réchauffer au moins pour la nuit. Ces réalisations sont le résultat de l'engagement de nombreuses personnes. Je tiens à remercier sincèrement la première dirigeante, Mélanie, comme toujours, a été pour son leadership, ainsi que l'ensemble des employés de la CSRPA, leur professionnalisme et leur dévouement. Je souhaite également remercier les membres du conseil d'administration pour leur implication et leur contribution aux décisions qui orientent nos actions. À l'approche des élections municipales, prévues en mai 2026, il est important de souligner le travail et l'engagement des élus envers la collaboration régionale. Et je veux remercier surtout ceux qui ne se représentent pas pour leur beau travail qui ont fait au cours des dernières années. Et j'aimerais féliciter ou souhaiter bonne chance à ceux qui sont en élection. Je sais que ce n'est pas des temps faciles. Je n'ai pas eu à planter de poteaux et d'enseignes, mais je sais que pour ceux il y en a qui sont en campagne, c'est des temps difficiles et je vous souhaite bonne chance au cours de la prochaine semaine ou des prochaines semaines. En continuant de travailler ensemble, nous pourrons poursuivre nos efforts afin de bâtir une région dynamique, solidaire et tournée vers l'avenir. Donc, merci. Et je passerai la parole maintenant à la première dirigeante qui va commencer avec son rapport et qui va ensuite passer avec les différents directeurs pour donner leur rapport. Absolument. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici en si grand nombre aujourd'hui pour la présentation de nos activités au cours de la dernière année. C'est difficile des fois de résumer tout le travail qui a été fait dans la dernière année. Lorsqu'on passe à travers le rapport annuel, on se dit, mon Dieu, il y a donc des choses qui s'est fait au cours de la dernière année, mais vous voyez les gens qui sont assis là, ça c'est la majorité de mes directeurs de services, donc qui s'occupent de tous nos services au niveau de la CSR. Il m'en manque 2 là, aujourd'hui, mais c'est quand même, on a une bonne équipe, puis vous allez voir, il y a quand même beaucoup de projets qui ont été réalisés au cours de la dernière année. Donc l'année 2025 aurait été une année d'action concrète et des progrès importants pour la CSR péninsule acadienne. Dans un contexte où les attentes envers les organisations régionales continuent d'évoluer, notre équipe a poursuivi ses efforts pour améliorer les services offerts aux communautés et aux citoyens de la péninsule acadienne. Parmi les réalisations marquantes, l'optimisation du processus d'émission de permis de construction représente un pas important vers une organisation beaucoup plus efficace, soutenant le dynamisme du secteur de la construction et accompagnant mieux les municipalités, promoteurs et les citoyens dans leurs projets.
Le service de transport régional a connu des avancées significatives, notamment avec l'extension de son offre à la municipalité régionale de Tracadie, permettant ainsi de rejoindre un plus grand nombre de citoyens. L'année à venir verra la poursuite de ces efforts avec l'objectif de couvrir l'ensemble du territoire grâce à la mise en place d'un service de transport à la demande. La collaboration régionale fait face aux enjeux sociaux, notamment avec la question de l'itinérance. Grâce à des efforts concertés, la région a pu inaugurer son premier centre d'accueil d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance, situé dans les installations de l'aéroport de la péninsule acadienne. D'autres initiatives importantes ont été mises en œuvre. La Commission a lancé des travaux de réflexion sur une redevance touristique régionale pour soutenir la promotion de la péninsule acadienne comme destination touristique et a mené des actions visant à stimuler le développement économique, notamment lors de la mission économique du Consul général de France. Dans le secteur du sport, des loisirs et de la culture, elle a progressé dans la planification des infrastructures régionales avec l'embauche d'un gestionnaire dédié à la mise en œuvre des recommandations de l'étude correspondante. Enfin, plusieurs politiques et pratiques administratives ont été révisées pour accroître l'efficacité et l'efficience organisationnelle. Ces avancées n'auraient pas été possibles sans l'engagement et le professionnalisme de l'équipe de la CSR. Et je remercie sincèrement l'ensemble de nos employés. Je remercie également les membres du conseil d'administration pour leur dévouement et leur contribution à l'approche des élections municipales prévues en mai 2026. La dernière année démontre que la collaboration régionale demeure l'un de nos plus grands atouts. Ensemble, nous continuerons de bâtir une région dynamique, inclusive et tournée vers l'avenir. Donc, merci. J'aimerais également aussi reconnaître, parce que c'est même l'organisation de tout ça, là, au niveau de la GA, le rapport annuel et tout ça. Donc, c'est sûr que nous, on transmet de l'information à nos employés qui puissent le mettre ensemble et coordonner le tout. Donc, je vais remercier Karine pour le travail qu'elle a fait dans les dernières semaines, derniers mois, je vous dirais, dans l'organisation du rapport annuel. Puis il y a Julie également aussi qui a travaillé fort là-dedans. Donc, j'aimerais quand même souligner ce travail-là parce que sans eux, ça va être difficile de tout prendre l'information puis de vous présenter quelque chose qui est très bien présenté aujourd'hui. Donc, ça, c'est ma présentation du rapport. Mais par la suite, on va commencer, je pense que c'est Rachel, je crois, pour notre prochaine. On passe directement à gouvernance administrative. Ah, c'est bon. Oui, C'est bon. On commence donc avec des collectivités qui bénéficient des services de la CSR. Donc, comme vous savez, la CSR, il y a des services qui sont mandataires, c'est-à-dire qu'il y a des services qui sont obligatoires pour les communautés d'y adhérer, et d'autres services qui ne sont pas nécessairement obligatoires, mais des services beaucoup plus collaboratifs qu'on appelle. Donc, vous voyez les différents services. Donc, on a déchets solides, l'élimination, l'urbanisme, tourisme, développement économique, développement communautaire, transport régional, sécurité publique, infrastructures sportives. Ce sont des services qui sont mandataires. Donc, toutes les communautés de la péninsule font partie de ces services-là. Au niveau de la collecte des déchets et le contrôle des chiens, ce sont des services qui sont collaboratifs, donc qui ne sont pas obligatoires. Vous avez toutes les communautés, à l'exception de la ville de Tracadie qui a elle-même son propre service de collecte des déchets ainsi que le contrôle des chiens. Pour 2026, parce qu'on voit le district rural de la péninsule acadienne au niveau du contrôle des chiens, mais ils ont seulement adhéré là, en début 2026, donc avec nous, parce qu'avant, ils faisaient affaire avec la SPCA. Au niveau de l'aéroport de la péninsule, toutes les communautés également adhèrent au service de l'aéroport, donc ça veut dire qu'ils contribuent financièrement au service. Maintenant, au niveau de la structure organisationnelle administrative, donc vous voyez un peu comment on divise nos services au niveau de la CSR. Donc, vous avez le service de la première dirigeante, donc qui est moi. Donc, qui est moi-même, donc qui gère une équipe d'environ, je vous dirais, 70 employés, mais ce ne sont pas des 70 employés à temps plein. Il y a des employés également à temps partiel qui travaillent à l'intérieur de ça, que ce soit au niveau de notre triage de matières recyclables, au niveau de la collecte des déchets, également aussi au niveau des autobus. Donc, on a environ, je vous dirais, une trentaine d'employés approximativement qui travaillent au niveau des déchets solides, c'est-à-dire le centre de transbordement des déchets en tant que tel, au niveau du triage des matières recyclables aussi, et également au niveau de la collecte des déchets. Donc, on prend environ une trentaine d'employés à ce niveau-là. Par la suite, on a le service d'urbanisme. À ce service-là, on a, je dirais, une quinzaine, un peu moins qu'une quinzaine d'employés au niveau du service d'urbanisme.
Par la suite, on a le service d'autobus, comme vous savez, là, depuis quelques années déjà, qui s'ajoute au fur et à mesure, étant donné lorsqu'on élargit le service, mais ça, c'est sûr que ça demande un peu plus de ressources humaines. Dans le service de transport, on a les autobus, mais on a également aussi notre service de transport de développement communautaire, donc notre service à la demande, donc on parle de répartition aussi. Donc, je vous dirais, c'est environ une équipe d'environ 10 personnes qui travaillent à ce niveau-là. Donc, la quinzaine d'employés qui restent, c'est surtout au niveau de l'administration, au niveau du développement communautaire également, du tourisme et du développement économique. Donc, on se partage tous ces services-là d'environ une quinzaine d'employés, donc qui fait une équipe d'environ 70 employés. Maintenant, mais je passe la parole à Benjamin, cette fois-ci, pour le service d'urbanisme. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Benjamin Cossila, je suis le directeur du service d'urbanisme. Je vais vous faire une présentation du résumé que vous pouvez trouver dans le rapport annuel. Donc, on va aller sur les faits saillants. Tout d'abord, au niveau des permis de construire, en 2025, on a émis 592 permis, comparativement à 90 pour l'année passée, donc c'est une augmentation de 20%. C'est dû à la demande, mais également à l'optimisation qu'on a fait. On en a parlé tantôt au niveau de l'amélioration de notre procédure pour le traitement des demandes de permis. On a eu, je vais vous donner le chiffre, on a émis 100 permis de plus avec 70 demandes de moins par rapport à l'année dernière, donc ce qui prouve l'efficacité de notre procédure de traitement des demandes. Forcément, la valeur des travaux va avec l'augmentation du nombre de permis émis. On a 24% de plus en termes d'investissement au sol avec un peu plus de 58 millions. Puis, on a dénoté 93 nouveaux bâtiments principaux. Si je veux rajouter là-dessus, on a eu une création de 177 logements l'année dernière, comparativement à 153 l'année d'avant. Donc, une augmentation de 25 logements en plus qui a été créée sur le territoire en 2025. Puis pour 2026, on est déjà à 126 logements. Donc, on est sur une bonne tangente pour augmenter la création de logements dans notre région. Si vous regardez les tableaux, logiquement, on est avec Tracadie, Caracat et Haute-Terre en termes du nombre de permis émis et l'investissement suit le nombre de permis, donc avec Tracadie, Caracat et Haute-Terre en termes du trio de tête. Au niveau des dérogations, le comité de révision de la planification a analysé 63 demandes de dérogation. C'est une augmentation de 18% par rapport à l'année dernière. Ça va également en fonction du nombre de permis émis. Donc plus on émet de permis, plus on a de chances d'avoir des dérogations qui sont demandées par les requérants. On a analysé 106 points dérogatoires et on en a refusé 15. Donc oui, c'est des analyses, on n'accepte pas tout. Au niveau du nombre vers le tableau du bas, en fait, vous pouvez voir que les demandes qui sont présentées se divisent en 3 catégories. On a les demandes de dérogation au zonage avec le vert foncé et le bleu foncé, les dérogations au lotissement qui sont la colonne du milieu et les demandes de rezonage qui sont la colonne de droite. Puis vous voyez qu'on a vraiment une dynamique décroissante et puis c'est ce qu'on cherche à avoir avec la mise à jour des nouveaux règlements municipaux, avoir moins de demandes de dérogation qui justifie le fait que les réglementations sont adaptées aux constructions et moins de demandes de rezonage aussi en fonction des projets particuliers proposés. La diapositive suivante, on parle de lotissement, donc de découpe du territoire. On a moins d'activité, on a eu moins d'activité en 2025 par rapport à 2024. On a une diminution, on a 102 lots qui ont été approuvés comparativement à 143 l'année d'avant. On se rend compte que c'est peut-être un ralentissement post-Covid en termes de développement du territoire en tant que tel. On a quand même autorisé plus de rues, approuvé plus de rues que l'année dernière, avec 6 rues contrairement à 3 rues en 2024, ce qui démontre quand même qu'il y a un petit peu d'effervescence, notamment avec la création des logements. Et finalement, 2 approbations d'accès privé, ce qui est, somme toute, assez classique par année. Finalement, pour le service d'urbanisme, on améliore également nos procédures. Ici, on parle des objectifs stratégiques. On a 3 objectifs stratégiques dans notre plan d'action annuel.
Le premier, c'est l'évaluation et l'optimisation de la livraison des services à la lumière des attentes et responsabilités des acteurs. Je vous ai mis en photo la nouvelle procédure pour les permis de construire avec l'étape 1, 2, 3, donc une rencontre avec un agent, une demande complète qui est déposée, une analyse et puis une émission du permis. J'avais noté d'autres choses aussi sur ce premier objectif stratégique. On a fait donc l'optimisation, donc c'est ça qui nous a permis d'avoir une très bonne année en 2025. On a vraiment fait peau neuve, c'est une nouvelle version du service d'urbanisme qui est sortie puis qui est affichée. On a vraiment des très bons retours de part des clients et des contracteurs qui sont très satisfaits de la procédure mise en place et de la rétroaction de notre équipe. On a également aidé la municipalité de Caraquet à adopter son nouveau plan municipal et son arrêté de zonage, donc ça c'est en termes de création de règlement. Puis on a rédigé les nouveaux plans municipaux arrêtés de zonage de l'île de la Mecque et de Rivière-du-Nord qui a été approuvé la semaine dernière, je pense. Ça c'était pour le premier objectif stratégique. Le deuxième, c'est le positionnement du service comme un point de rencontre des différentes stratégies régionales spécifiques. Je vous ai mis une image ici du projet d'adaptation péninsule acadienne 2.0. Donc on travaille de concert avec Valores sur un projet qui s'appelle les communautés côtières résilientes au climat. C'est un projet de 3 ans financé par le fédéral à une hauteur de 1,4 million qui nous permet de mettre à jour toute l'information sur les changements climatiques au niveau régional. Donc on épaule Valores pour la réalisation de ce projet. On a également aidé Caraquet dans l'adoption de sa politique municipale sur l'agriculture et sur le logement. On a aidé toutes les municipalités qui ont eu du financement à travers le FACL, donc la création de logements pour les aider à mettre à jour leur réglementation. Puis on a continué aussi avec le plan de développement de la zone agricole. On a eu des réunions avec le comité de consultatif agricole pour voir la mise en œuvre de ce plan-là. Et finalement, en termes de dernière orientation stratégique, on avait l'établissement et la bonification des canaux de communication entre la CSRPA et les utilisateurs du service. Vous avez une photo ici de l'atelier qu'on a fait l'année dernière avec les contracteurs de la région pour expliquer les nouveautés de l'adoption du Code national du bâtiment 2020 par la province. On vient de refaire l'édition de cette année pour encore une fois les contracteurs et leur démontrer qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une demande de permis, donc les bons coups, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en termes de production de plans ou de réalisation sur le terrain, avec ce qui nous est revenu comme point négatif quand on corrigeait les plans ou quand on faisait les inspections. Donc ça a aidé à tout le monde d'améliorer sa manière de faire. On a eu un très bon retour, on avait une vingtaine de contracteurs qui étaient là cette semaine dans cette salle. Et c'est une rencontre qu'on va faire annuellement maintenant pour vraiment se rapprocher de la communauté des entrepreneurs et des contracteurs. Ce qu'on a fait en termes de communication aussi, on a produit des fiches illustratives des règlements qui aidaient donc la population à comprendre les nouveaux arrêtés que les municipalités adoptent. On l'a fait avec Caraquet et Rivière-du-Nord. Et finalement, on a fait de la communication à travers notre nouveau logo, notre peau neuve que j'aime appeler au niveau du service, pour démontrer qu'il y a du changement et puis qu'il y a toujours place à l'amélioration. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Benjamin, pour le résumé de l'année 2025. C'était pas une année sans repos, hein, donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans la dernière année pour justement répondre à notre nouvelle image au niveau du service d'urbanisme, donc d'optimisation, puis qui a tout enchaîné avec l'image également d'amélioration, de communication avec nos citoyens. Donc, maintenant, on est rendu au service de gestion des déchets solides. Normalement, ce serait le directeur du service, Gary, qui vous présenterait le service, mais malheureusement, il est enrhumé. Donc, c'est moi qui vais faire la présentation. Je vais le faire le mieux possible en présentant justement les statistiques de la dernière année. Au niveau du service de gestion des déchets solides, donc en 2025, la CSR a collecté 28 000 tonnes de déchets. Donc, la quantité de déchets en tonnes métriques générées par les municipalités a légèrement diminué, tout en restant dans une plage de variation moyenne considérée normale. Donc, pas de changement nécessairement très majeur par rapport aux déchets qui sont générés au niveau du secteur municipal. Du côté du secteur commercial et institutionnel, les quantités de déchets sont demeurées relativement stables, donc les variations se situent entre moins 0,5 et plus 1 %.
ce qui demeure négligeable. Donc, vous voyez, là, par rapport aux chiffres, il n'y a pas énormément de changements comparativement à l'année précédente. Au niveau du centre de triage, maintenant, en 2025, la CSR a collecté 1767 tonnes de matières recyclables, ce qui représente 12,6 de la quantité municipale totale. En plus, la CSR a reçu 907 tonnes de matières recyclables en provenance de la CSR Restigouche. Pour ceux peut-être qui ne le savent pas, on fait également le triage des matières de la région du Restigouche qui nous envoie leurs déchets au niveau du triage. La quantité de matières recyclables revendue en 2025 a été de 1532 tonnes, représentant un taux de rejet de 43 57 des matières dirigées vers le centre de tri ont été récupérées en 2025, comparativement à 55 en 2024 et en 2023. Donc, cette progression reflète une réduction de la contamination, donc une amélioration globale de la qualité des matières reçues. Donc, c'est relativement une bonne nouvelle, parce qu'on voyait quand même depuis la pandémie, on avait quand même une augmentation par rapport au taux de rejet de nos matières recyclables. Donc, la qualité de la matière qu'on recevait n'était pas nécessairement celle qu'on souhaitait avoir. Puis, on voit également ce problème-là à travers la province, pas seulement dans notre région, mais on le ressent également dans d'autres régions. Donc, on voit qu'avec le travail qu'on fait au niveau de la sensibilisation, je sais que Karine se promène beaucoup pour faire du travail de sensibilisation et d'éducation par rapport au triage. Donc, on voit qu'on retourne un peu à ce qu'on voyait dans les années précédentes. Au niveau des déchets de construction, donc la CSR opère une aire de déchets de construction du mois de mai à novembre. Donc, on accepte directement notre centre de transbordement entre Acadie les déchets de construction. En 2025, on a reçu 1077 tonnes de déchets de construction qui ont été acheminés directement dans notre centre à Tracadie. Puis, le service qui est offert en 2025 à 70 la tonne, ce qui représente une économie intéressante par rapport au coût d'enfouissement. Donc, les gens qui utilisent notre centre, donc notre aire de construction, le taux qu'on utilise de cet appel-là est plus bas. Donc, on veut encourager les entrepreneurs à utiliser notre centre puis l'effort, lorsqu'on a mis ça en place il y a quelques années passées, c'était pour réduire le dumping dans les forêts. Donc, on voulait réduire cette problématique-là qu'on voyait des fois dans nos communautés. Donc, on voit que ça fonctionne. Il y a même une augmentation, je vous dirais, là, de l'utilisation de l'aire de construction. Donc, en tout, on a reçu 3044 tonnes. Donc, lorsque vous voyez, par exemple, construction Red Pine, c'est lorsqu'on autorise un entrepreneur d'aller directement à Red Pine. Donc, il n'utilise pas nécessairement notre centre Acadie parce qu'il y a quand même des déchets qu'on ne peut pas nécessairement tous accepter. Donc, on donne les autorisations à certains entrepreneurs de se rendre directement à Red Pine. Service de gestion maintenant pour les programmes de recyclage des produits électroniques. Donc, on a des dépôts gratuits, des équipements électroniques pour les citoyens de façon simple et responsable. On a également la création d'un programme de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages et les papiers imprimés. Donc, fin de l'entente avec Circular Materials le 31 décembre 2026. Par la suite, les matières recyclables seront envoyées hors province pour le tri. Donc, on en a discuté quand même assez largement durant la dernière année. Collaboration initiative environnementale, donc la CSR participe au projet Gaïa afin de promouvoir l'éducation environnementale et mobiliser la population à l'échelle provinciale. Et campagne de communication, donc la CSR a poursuivi ses efforts de communication en diffusant des contenus éducatifs, notamment des capsules vidéo, afin de rendre l'information sur le recyclage plus accessible et engageante, tout en rappelant les consignes de collecte, particulièrement durant les périodes des fêtes. Pour la dernière diapositive au niveau des déchets. Donc, on parle de sensibilisation et éducation environnementale. Donc, présentation et sensibilisation des écoles. Plus de 300 élèves de la péninsule acadienne ont été rencontrés au cours de l'année 2025. Il y a eu 4 ateliers d'introduction au niveau du compostage et les biodigesteurs. Puis, présence lors des événements publics. Ces activités ont permis de rejoindre près de 600 citoyens et de les informer sur les services offerts ainsi que sur les bonnes pratiques en gestion des déchets. Donc, ça, c'est mon rapport au niveau de la gestion des déchets solides. Maintenant, je vais passer la parole à Claude, qui est notre directeur du développement économique, qui va nous présenter la dernière année au niveau des Inspire Péninsule Acadienne. Oui, donc merci Mélanie. Un petit rappel, dans le fond, le service de croissance, là, on fait les principales actions sous la marque Inspire. C'est une marque qui commence à faire sa place de plus en plus. On
remarque d'ailleurs depuis l'installation d'un programme pilote en immigration que notre site Internet a explosé en termes de fréquentation, donc je tenais tout simplement à le mentionner. Le service de croissance régionale, ben, son rôle ou ses rôles principaux, c'est de contribuer à la création des projets responsables et durables. On cherche à favoriser la concertation entre les acteurs du milieu, demeurer à l'affût des opportunités et des enjeux liés à la croissance régionale. Aussi, on veut soutenir les entreprises dans leur développement et encourager l'émergence de projets innovants. On veut informer les partenaires, les promoteurs des programmes de soutien disponibles et identifier les occasions favorables au développement. On veut aussi mieux comprendre et mettre en valeur les leviers d'attractivité en menant des recherches et en regroupant des données stratégiques liées au développement des affaires, à l'employabilité et au tourisme. Et finalement, notre but principal, c'est de faire la promotion, de dynamiser, de renforcer la collaboration afin que la péninsule acadienne soit reconnue comme un milieu où il fait bon vivre, étudier, travailler et visiter. Ce que ça veut dire, ce qu'on se rappelle fréquemment au niveau de nos actions, c'est que le but principal du service, c'est de faire augmenter la population active du territoire pour pouvoir avoir un impact positif sur le PIB de la province. Donc, on a 2 axes d'intervention majeurs sous le chapeau de M. Tony Marézou au développement de la main-d'œuvre. Cette année, entre autres, le premier objectif, c'était de mener des réunions d'un forum de partenariat pour le marché du travail qui s'est rencontré à 4 reprises. En tout et partout, c'est une trentaine de partenaires qui siégent à un moment ou un autre à cette table-là, où on discute des avenants du marché du travail, des défis des entreprises et puis d'amener des solutions concrètes, des actions pour ces gens-là. On parle évidemment de recrutement, oui, mais on parle aussi d'accueil, d'enracinement, de rétention et de développement et de formation. Ensuite de ça, avec le partenariat de Travail Nouveau-Brunswick, on a été en mesure de créer ce qu'on a appelé une journée carrière en santé. Donc le 26 mars 2025, on a recueilli une trentaine de métiers spécialisés avec ses représentants, ces différents intervenants qui étaient présents au Carrefour de la Mer, puis qui faisaient la présentation de différents métiers disponibles. Et puis il y avait même possibilité d'essayer de certains équipements. Je pense que ça a été très apprécié de la part de la population. Ensuite de ça, un des objectifs de l'année également, c'était de faire des présences dans les écoles secondaires de la région pour faire la promotion de la région auprès des jeunes. Donc, c'est un des piliers importants. Le départ de la jeunesse vers l'extérieur, il faut s'assurer de trouver des moyens de les garder ici suite à leurs études secondaires. Donc, on a des institutions d'enseignement post-secondaire qui sont efficaces, qui sont performants, qui sont aussi bons qu'à l'étranger. Donc, on essaie d'en faire la promotion, mais évidemment, on met aussi l'accent sur la possibilité d'avoir une carrière en péninsule acadienne. Et puis finalement, là, j'en parlais, le programme pilote d'immigration pour les communautés francophones, qui est géré par l'IRCC, donc où on est la seule région en Atlantique francophone à pouvoir bénéficier de ce programme-là, où on peut faire des nominations de personnel sous la responsabilité des entreprises pour pouvoir accélérer l'adhésion à la résidence permanente pour leurs candidats. Ensuite de ça, dans les principales réalisations, on a également tenu un forum sur les défis de main-d'œuvre le 15 avril avec une 60aine de partenaires autour des tables, où on a été capable d'identifier des défis justement à la rétention d'employés, qu'est-ce qui pouvait être les difficultés communes auprès des employeurs. Et puis ça l'a mené à un outil qui est diffusé en ligne avec les différents intervenants en matière de main-d'œuvre, où vous pouvez avoir chacun des services disponibles. Également, on continue notre collaboration avec le CAIENA, donc le Comité d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants. C'est financier, mais c'est aussi sur une base de participation auprès des activités. Et finalement, on a eu une campagne des médias sociaux pour faire de l'attractivité des professionnels de la santé
Et puis pour ceux qui ont suivi dans les médias dernièrement, ben, le réseau Vitalité là, qui souligne l'arrivée de plusieurs nouveaux médecins, ben, on va croire qu'il y a beaucoup de nous dans cette initiative-là parce qu'on a diffusé des messages auprès des centres universitaires francophones aussi. Donc, ça nous a certainement permis de se démarquer de ce milieu-là. Ensuite de ça, au niveau du développement économique, les principales actions qui ont été menées, bien, on a eu une étude qui a été faite au niveau de l'investissement direct étranger, donc un consultant qui est venu sur le territoire. On est allé rencontrer des entreprises et tous les partenaires pour se faire un plan d'action pour les 5 prochaines années, où chaque secteur de performance de la péninsule est identifié. On a également les opportunités. Le premier constat, je vous dirais, c'est au niveau de la deuxième, troisième transformation des ressources. Donc, il y a des efforts à faire de ce milieu-là. Et pour y arriver, bien, on a déjà commencé là, dès début 2026 à créer des tables de travail. Donc, ce qui ne se faisait pas, c'est des tables sectorielles, par exemple au niveau de la pêche, où on va présenter les statistiques disponibles, où on va aller chercher des solutions entre gens d'affaires pour que ça ne soit pas toujours au dépend des subventions du gouvernement. Donc, c'est important, je pense, de faire sortir l'argent privé. Et puis, ben, ces tables-là serviront à ça. On continue de supporter les chambres de commerce dans la création d'une seule et unique chambre de la péninsule. C'est un travail qui est quand même de longue haleine, mais qui avance bien. Il y a des statuts légaux là, par rapport aux chambres de commerce là, qui sont à faire attention. Donc, c'est un dossier qui avance vraiment très, très, très bien. Et puis, on aura des développements bientôt aussi. J'avais une rencontre avec eux hier soir. Ensuite, ben, on a reçu la visite du Consul général de France sur le territoire. On est allé dans chacune des municipalités, on est allé vers des entreprises d'innovation. Les commentaires étaient à ce point-là positifs que ça nous a permis d'organiser une mission en France au mois de novembre dernier, où j'ai pu aller rencontrer, entre autres, les maires de France, mais aussi nos équivalents en termes de développement économique pour la région de l'Orient. Donc, on continue les conversations à ce niveau-là pour avoir une entente de collaboration régionale signée sous peu. Ensuite de ça, on travaille avec la firme Visages Régionaux afin de développer une stratégie de communication autour des principaux piliers. Donc, ça fait un petit peu partie de la suite des choses avec l'image de marque Inspire pour rendre la région vraiment attractive pour les gens de l'extérieur. Finalement, ben, nos principales actions se terminent avec l'augmentation de l'adhésion et l'engagement sur les plateformes sociales. On le sait maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ben, ça se passe beaucoup sur les médias. Il faut se démarquer, il faut avoir des campagnes originales. Donc, on travaille avec des professionnels pour pouvoir être bien accompagnés là-dedans. Merci beaucoup, Claude, pour le résumé du travail au niveau du développement économique. Beaucoup de travail a été fait énormément aussi au cours de la dernière année à cet effet-là. Maintenant, je vais passer la parole maintenant au niveau du tourisme. C'est Xavier qui va nous présenter la dernière année en termes de développement touristique. Merci, Mélanie. Au niveau du secteur touristique pour la CSR, on a travaillé sur une stratégie touristique. Dans le fond, on travaille avec chacune des municipalités de la péninsule acadienne pour établir 8 plans stratégiques ainsi qu'un plan stratégique régional. En 2025, on a fait des visites exploratoires du territoire avec la firme de consultants qui travaille avec nous, des sessions communautaires dans les différentes municipalités. On travaille aussi présentement à la rédaction des rapports qui vont être présentés très prochainement aux municipalités. Puis les plans stratégiques seront déposés en année 2026. Également pour Tourisme Péninsule Acadienne, pour une deuxième année consécutive, on a remporté le prix pour notre campagne de promotion, donc le prix marketing à l'AITND. Ensuite, on a aussi travaillé à établir une nouvelle image de marque pour Tourisme Péninsule Acadienne.
Donc, on a pu rafraîchir l'image pour qu'elle soit plus représentative et un peu plus jeune. On a aussi fait la distribution de 15 000 copies de notre guide touristique un peu partout sur notre territoire et aussi à l'extérieur de la province. Puis, nous avons aussi participé à Imaginature, qui était une espèce de salon. On a fait un takeover dans le Palais des Congrès à Montréal avec Tourisme Nouveau-Brunswick puis les différentes régions. Ça fait que ça nous a donné une très belle visibilité. Puis, on a aussi eu le tournage d'Aventure Chasse et Pêche, qu'ils sont venus tourner une émission pendant une semaine dans la péninsule. On a fait des activités un peu partout. Puis, ça a été diffusé, je pense, un mois ou deux. Puis, il est disponible tout de suite sur YouTube également, si les gens veulent aller le consulter. Au niveau des statistiques, on a eu une hausse du taux d'occupation en juillet et en août. Juillet, en 79%, donc une augmentation comparativement à 73% en 2024, puis de 86% au mois d'août. Également une augmentation comparativement à 81% pour 2024. Au niveau du village historique acadien, une très belle augmentation également au niveau des visiteurs. Le village acadien aussi, je tiens à souligner qu'il se positionne au 3e rang provincial comme étant parmi les attractions provinciales les plus visitées pour 2025. Puis au niveau de l'aquarium du Nouveau-Brunswick, à Shippagan, c'est également une augmentation de 3% comparativement à 2024. Puis une autre petite statistique que je voulais ajouter aussi, qui ne figure pas à la présentation, mais elle est dans le rapport annuel. On a également reçu la statistique du nombre de visiteurs sur la péninsule acadienne au complet pour juillet et août, qui se chiffre maintenant à 101 175 visiteurs. C'est une augmentation de 11% comparativement à l'année précédente. Ça fait le tour. Merci beaucoup, Xavier, pour le rapport au niveau du développement touristique pour la dernière année. C'est des chiffres qui sont très intéressants. Donc, on sait que le travail qui est mis dans la dernière année là, pour promouvoir la région, donc on sait qu'il y a beaucoup d'efforts et on sait qu'avec les derniers développements en termes de la redevance pour l'hébergement touristique, on espère justement de voir ces chiffres-là encore plus gonflés dans les années prochaines avec un peu plus de moyens en termes de promotion touristique. Donc maintenant, je vais passer la parole à Cédric, qui a plusieurs chapeaux. Donc, il va vous parler de développement communautaire, de transport, de sécurité publique, en tout cas. Donc, il va vous parler des différents services. Donc, je passe la parole maintenant à Cédric Landry. Merci Mélanie et merci de m'avoir fait confiance à m'offrir ces plusieurs chapeaux-là. J'en ai besoin avec le temps d'été et la coupe de cheveux qui s'en vient. Donc, le service de développement communautaire, plus sérieusement, notre mission, c'est de collaborer avec les communautés, les entrepreneurs du milieu afin de favoriser des actions menant au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la péninsule acadienne. Donc, je fais souvent la farce de dire que l'équipe de Claude et de Xavier attire les gens chez nous. Notre travail, c'est de les garder chez nous. Ensuite, je vais passer à la prochaine diapositive. Donc, dans le développement communautaire, cette section, on parle du réseau d'inclusion communautaire de la péninsule acadienne, connu sous le nom de RICPA. Et pour ceux qui sont dans le secteur depuis longtemps, souvent RICPA était synonyme de Suzanne Arsenault, qui était notre coordinatrice depuis les tout débuts et qui était dans le domaine depuis bien des années. Suzanne a pris sa retraite après plusieurs années de service en janvier 2026. Donc, maintenant, c'est Mme Marie Smalek qui a pris son chapeau, ses grands petits souliers à remplir, tout simplement. Donc, ça relève de la Société d'inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick, qu'on appelle la CIES, qui est intégrée à la CSR depuis 2022. Ça joue un rôle central en tant que levier régional en mobilisant les partenaires, organismes et bénévoles autour d'initiatives porteuses, comme vous allez voir au cours des prochaines diapositives. Une autre initiative phare du service de développement communautaire, c'est Planète Jeunesse. Planète Jeunesse a poursuivi en 2025 son objectif de soutenir le bien-être et le développement des jeunes en favorisant un environnement sain et sécurisant. L'initiative s'appuie sur 4 piliers pour prévenir les comportements à risque, notamment la consommation, et mobilise la communauté pour offrir aux jeunes des opportunités de participation, de dialogue et de développement positif. Je souligne que Planète Jeunesse on fait partie des 4 communautés qui ont eu accès au projet pilote avec la région de Kent, Saint-Jean et de Woodstock.
Donc, 2 communautés francophones, une rurale un peu plus urbaine et 2 anglophones. Donc, on est très fiers d'y participer depuis les tout débuts. Donc, les principales réalisations de Planète Jeunesse, on parle ici du Forum Sport, Loisirs et Culture, la 2e édition, qui a connu un franc succès. On a même cette année, grâce à l'initiative de Mathieu, notre responsable d'engagement communautaire et engagement sportif et culturel, et Maryse et tout le reste de l'équipe, réussi à intégrer les jeunes justement à cet événement-là où on parle de leurs activités. Donc c'est un gros win, comme on dirait, avec M. Étienne Boulay en tête d'affiche qui est venu nous faire une présentation très pertinente cette journée-là. La meilleure recette est la conversation. C'est une initiative visant à favoriser le dialogue et le lien entre les jeunes et leur entourage. Si vous avez visité un restaurant de la péninsule acadienne au cours des derniers mois, vous avez vu ces petits encars-là qui étaient sur les tables, qui étaient simplement quelques questions là, qui stimulaient de laisser le téléphone de côté et de jaser entre familles ou entre amis, littéralement. Donc ça fait son petit bout de chemin. Le guide Super Parent, qui est un outil destiné à soutenir les parents dans leur rôle, on a eu aussi la collaboration de l'Unicité scolaire qui l'ont partagé à tous les parents sur le territoire, qui est une très bonne nouvelle. Par ailleurs, ensuite, on tient à souligner qu'on a été honoré de recevoir le prix de l'Étoile communautaire 2025, décerné par le service de traitement de dépendance du Nouveau-Brunswick. Donc, le groupe était très fier d'obtenir cette distinction-là cette année. Ensuite, comme on l'a mentionné d'entrée de jeu et comme on l'a mentionné à plusieurs reprises au cours de l'année 2025 et même, je vous dirais, en 2024, l'itinérance a fait partie du quotidien du service l'an dernier et c'est même un peu élargi dans d'autres services. Je souligne l'urbanisme, le service des finances et le service d'administration générale qui nous ont donné un bon coup de main à ce niveau-là. Et donc, on a travaillé d'arrache-pied avec le comité qui s'est rencontré sur une base régulière. Les travaux, premièrement, les travaux entamés en 2025 relativement au partenariat de recherche établi avec l'Université de Moncton et dirigés par les chercheuses Marie-Pierre Rivet et Lise Savoie se sont poursuivis dans le cadre du projet L'itinérance de la péninsule acadienne, brosser un portrait d'un enjeu en émergence. L'année 2025 a été consacrée à la promotion de l'étude, à la collecte de données, à l'analyse préliminaire. On va produire un rapport en début 2026. J'ai justement une rencontre la semaine prochaine pour faire le point sur le dépôt final, si vous voulez, de cette étude-là et des prochaines démarches. Et pour ceux qui ont participé au forum sur la stigmatisation il y a quelques semaines, vous vous souviendrez que les 2 chercheuses ont pu présenter, et je pense que ça a ouvert beaucoup les yeux des gens, finalement, dans cette rencontre-là, mettant la situation directement à l'avant-plan. Donc, longuement, les résultats attendus permettront de mieux comprendre les réalités locales de l'itinérance, de consolider les informations disponibles et d'orienter le développement d'initiatives régionales adaptées aux besoins des personnes en situation d'itinérance sur le territoire. La raison qu'on fait cette étude-là d'entrée de jeu, c'est le maire Lausier pouvoir en témoigner. Il assiste à nos rencontres avec beaucoup d'autres intervenants sur le territoire. Au tout début, on parlait d'un dossier qui était quand même relativement nouveau pour nous dans une région rurale dans la péninsule acadienne. Et avant de commencer à parler de solutions, on devait savoir c'était quoi l'itinérance en zone rurale. Je pense bien sûr à M. Lantin qui nous accompagne depuis les tout débuts également. On a cogné à bien des portes ensemble, disons-le comme ça. Et puis, c'est un peu ça, on entend parler des Moncton, des Fredericton de ce monde et Montréal et ainsi de suite, mais dans une région, de la façon qu'elle est bâtie chez nous, on ne savait pas vraiment qu'est-ce qui répondait aux besoins. Donc, tout de suite, cette étude-là servait justement à dresser un portrait clair de ce que c'était chez nous. Mais bon, les principales réalisations du dossier, un sondage citoyen qui a recueilli plus de 400 réponses en moins de 2 semaines, un sondage qu'on s'attendait quasi banal, si vous voulez, avec très peu de promotion. Dans l'histoire de 2 semaines, 400 réponses, c'est pas peu dire. On a fait tous fait des sondages dans le passé qui ont eu moins de succès que ça. Ça démontre l'intérêt de la population pour le dossier, ou en apprendre davantage. Ensuite, on a eu des consultations publiques dans les villes de Caraquet, Chipagain, dans la municipalité régionale de Tracadie. On visait tout simplement de sensibiliser les gens à la situation, à mieux la comprendre et ainsi de trouver des solutions à l'époque pour un centre d'accueil d'urgence, comme on a parlé, bien sûr. Ensuite, dépôt de demande de financement auprès de la Société de développement régional. Ils ont maintenant un nom francophone depuis 2 semaines, qui est le Conseil du développement humain, donc avec le programme Barrage chez soi. Et la demande à la SDA s'est finalement trouvée à être une demande à Housing ou Habitation qui nous ont épaulé dans ce dossier-là. Le dossier d'infrastructure sportive, récréative et culturelle.
Le mandat relatif aux infrastructures sportives, récréatives et culturelles s'inscrit dans une volonté d'optimiser l'offre aux citoyens, d'assurer une utilisation équitable des ressources publiques et de soutenir des projets structurants qui contribuent à la qualité de vie et à l'attractivité de la région. Ce dossier-là, je vous dirais tout simplement, lorsqu'on parle de nouveaux projets ou d'infrastructures sportives, récréatives et culturelles, ils sont apportés à la table et la table, elle est comprise d'à peu près tous les directeurs généraux des municipalités. Donc, lorsqu'on parle d'un nouveau projet, il est présenté à cette table-là, il nous en débat, il est présent. Et je vous dirais que depuis le tout début, l'accueil est très favorable, puis c'est une table où la collaboration est au premier plan, tout simplement. Donc, l'engagement sur le terrain et le soutien aux organismes était un des faits marquants de ce service-là au cours de la dernière année. On a commencé par mettre à jour l'étude de planification régionale des infrastructures et des programmes sportifs et de loisirs dans la péninsule acadienne, suite à la réforme sur la gouvernance locale. Pour ceux qui nous suivent depuis plus longtemps, vous vous souviendrez qu'on a fait la première mouture de cette étude-là en 2018. Pour plusieurs raisons, on n'avait pas eu la chance d'aller de l'avant à l'époque avec les recommandations de l'étude. Donc, lorsqu'on a repris le flambeau, si vous voulez, on a dit, écoute, mettons la chose à jour. On a travaillé avec le même chercheur à l'époque, M. Marc Leblanc, qui a mis l'étude à jour en incluant la composante culturelle cette fois-ci. Donc, on a un peu plus un portrait clair de ce que ça représente sur le territoire de la péninsule acadienne. On a fait la présence, Mathieu a été assez actif sur le terrain, à des événements, des conférences, des formations provinciales et régionales pour favoriser le partage de connaissances et le réseautage dans le domaine. Soutien direct au projet des organismes. On pense des gymnases communautaires, par exemple, à des centres plein air, des infrastructures culturelles qui ont déjà développé le réflexe de nous contacter pour avoir un peu des lignes directrices ou des orientations pour savoir à qui discuter ou vers où se tourner pour avoir des solutions finalement à mener à bien leur projet. Améliorer l'accès aux infrastructures avec le district scolaire francophone Nord-Est. Je vous dirais que c'est un dossier qu'on travaille encore sur une base, je vous dirais, hebdomadaire, disons-le comme ça. Mais on continue d'avancer. Une belle ouverture du district scolaire francophone, justement, à ce niveau-là. Les partenaires ont des belles idées et une belle approche à ce dossier-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est, encore une fois, je vous dirais, depuis 2013, on est quand même souvent, encore une fois, les premiers à faire une telle démarche sur l'échelle de la région. À tous les fois qu'on en parle, on a eu une réunion il n'y a pas longtemps avec les directions de services communautaires de la province au complet. Et j'ai à peu près, je pense, 4 rencontres des différents CSA qui nous demandent comment vous avez entrepris pour partir de ce projet-là. Donc, on devrait avoir, dans le rapport annuel 2026, j'espère qu'on pourra avoir une démarche claire et identifiée avec le district pour avoir accès aux infrastructures après les heures de classe, les fins de semaine, les congés de mars, par exemple, tout ça. Donc, ça avance. Projet Les âmes errantes du Théâtre populaire d'Acadie. Donc, on a contribué à donner de l'accès à certains jeunes, souvent en situation précaire, financière, peu importe, en situation de pauvreté, qui n'avaient tout simplement pas accès à se déplacer vers une activité. Et on a réussi à avoir accès avec le partenariat avec notre service de déplacement péninsule. Deuxième édition du Forum Sport, Loisirs et Culture de Planète Jeunesse Péninsule Acadienne, un événement qui est devenu annuel. Je vous dirais qu'on prépare déjà la 3e mouture du forum, donc très bien reçu. Les jeunes, les associations sportives et culturelles y sont présents et ils se donnent rendez-vous à tous les ans, déjà après une 2e édition. Et bien sûr, collaborer avec le groupe entourant l'étude de faisabilité du gymnase WAE dans le cadre des rénovations MIVI. Donc, on leur prête conseil et travaille avec eux, tout simplement. Développement d'outils et de ressources. Puis je me permets de le dire aujourd'hui, Mathieu, c'est le petit guide des subventions sportives pour les OBNL qui a été développé. Donc, un simple guide qui fait référence à toutes les subventions qui sont disponibles à nos associations sportives, qui est très apprécié. On l'a fait un peu pour apprendre, je vous dirais, au tout début, de se faire une main sur qu'est-ce qui était disponible pour nos organismes. Et les gens l'ont demandé et ils font référence assez périodiquement, je vous dirais. Et ce guide-là est disponible sur notre site web, bien sûr. Un questionnaire sur les besoins des organismes a été conçu pour aller à la rencontre de chacun des organismes sur le territoire. L'adaptation et la présentation d'études sur la planification régionale des infrastructures sportives, récréatives et culturelles a été fait pour le présenter dans les conseils municipaux, dans les différents organismes, finalement, une version réduite de l'étude qui est quand même assez volumineuse. Et puis le guide régional des modèles de tarification des arénas de la péninsule acadienne. Un désir des différentes municipalités de mieux savoir ce que leurs voisins y font pour assurer une certaine cohérence dans nos frais d'opération et nos frais de tarification d'arène.
Ensuite, on passe au niveau de la sécurité alimentaire. On pense à la sécurité alimentaire. Tout le monde, dernièrement, parle de Pensée Frais. On dirait que c'est le projet fort de ce service-là. Pensée Frais qui a commencé il y a un peu plus de 5 ans, de 4 ans, excusez-moi, avec un point de collecte à Lamec. C'était le tout début à l'époque, sur l'île de Lamec. Et puis, un seul point de collecte à environ 100-150 paniers par mois, qui était très intéressant. Et maintenant, ça a évolué à 11 495 paniers dans une année. Donc, un projet plus que positif et qui est très apprécié de la communauté. Des points de service à Île-de-la-Mecque, à Chipagan, Caraquet, Tracadie, Saint-Isidore, Grand-Lens. Je pense que j'en oublie pas maintenant. Tout ça mené par des bénévoles et bien sûr un coordinateur qui veille au club. Mais c'est une action communautaire où je dis oui, on donne accès à des paniers de fruits et légumes à tous les mois pour réduire les coûts d'épicerie, mais la grande force de ce dossier-là, c'est les bénévoles qui y sont impliqués sur une base très ponctuelle. Ensuite, on a fait bien sûr l'ouverture du site de Grand-Lens et de Saint-Isidore cette année, bonification de l'inventaire et des nouvelles ententes avec des fournisseurs locaux. Ça fait longtemps qu'on en parlait depuis le tout début. La problématique qu'on avait souvent, c'est que les producteurs locaux n'étaient pas en mesure de combler le besoin à tous les mois. Donc, on a besoin des grandes quantités, je peux dire des patates ou des carottes, peu importe, mais les fournisseurs locaux qui œuvrent sur une période courte dans l'année n'étaient pas nécessairement en mesure, mais on a commencé à travailler des ententes. Légumes Chelonneau, par exemple, le nom m'échappe, les patates dans le coin de Saint-Simon, finalement. Wickerman, excusez-moi, la ferme Savoie. Bon, je regarde M. Savoie, puis le nom m'est flou. Aucun lien, je pense bien. Donc, c'est des choses qu'on développe tranquillement pour justement apporter la saveur locale à tout ça. L'actualisation d'images visuelles et des publications sur la page Facebook de la CSR et de Pensée Frais, bien sûr. Et recrutement continu de bénévoles, parce que on va toujours essayer d'aller chercher le plus de gens possible, dû à la demande. Puis je vous dirais qu'on est pas mal à capacité maximale avec tous les centres de distribution, les salles. Vous verrez dans le rapport annuel qu'il y a une photo avec tous les paniers. Ça vous donne vraiment une perception de comment ça se passe une journée et comment l'espace ça peut prendre, littéralement. Dans tout ça, Cédric Bienot, qui est le gestionnaire en sécurité alimentaire de mon équipe, et moi-même, on parlait souvent que Pensée Frais, c'est une belle initiative, mais que ça ne fait que répondre à une partie de la problématique de la sécurité alimentaire sur le territoire. Et Cédric a trouvé à un moment donné un fonds disponible au fédéral et on a fait la demande dont le fonds d'action intersectorielle au niveau du gouvernement fédéral, qu'on lui donne une subvention pour une période de 2 ans, pour mener un projet qu'on espère sera pour faire le tour de la question et nous donner une direction pour l'avenir, littéralement. Donc un projet structurant qui se nomme « De la tige à la racine de l'insécurité alimentaire ». Ce qu'on a fait dans la dernière année, littéralement, on a mis des choses en place. La mobilisation des acteurs municipaux, communautaires, agricoles et institutionnels, la planification stratégique en ce sens-là et la mise en place du comité consultatif, la collecte et la compilation de données pour brosser un portrait régional. Et je vous dirais que s'il y a des gens qui ont de l'intérêt pour le comité autour de la table aujourd'hui dans l'auditoire, faites-vous signe que bien sûr, c'est un comité très ouvert donc, pour faire avancer la cause sur le territoire de la péninsule acadienne. On vise un jour la souveraineté alimentaire de la péninsule acadienne. C'est un grand rêve, mais on pourra peut-être le réaliser en rêvant un peu. Ensuite, le dossier de la sécurité publique, dont je regarde notre président qui quitte très bientôt, notre premier président officiel. Merci, M. Landry, pour vos services. En 2025, le secteur de la sécurité publique a poursuivi son mandat de protection et de prévention de la péninsule acadienne en visant à renforcer la résilience des communautés, à prévenir les incidents et à assurer une réponse efficace aux urgences. L'année a été marquée par la mise à jour du plan régional d'intervention d'urgence. Gaston y a travaillé énormément fort, un projet qui n'avait pas été fait, je vous dirais, depuis pratiquement depuis le verglas. Je vous dirais qu'on renouvelait un peu à tous les années, mais c'était surtout un dépoussiérage. Mais quand j'ai donné le mandat à Gaston, il l'a pris vraiment au sérieux et a fait la refonte complète du plan. Donc cette année, le travail est simplement l'amélioration et déjà ça regarde beaucoup plus simple, je vous dirais. Mais tous les acteurs savent maintenant à nouveau qu'ils sont concernés, qu'est-ce qu'ils sont leurs mandats dans ce plan-là. Je souligne qu'on est une des seules régions qui a un plan régional d'intervention des urgences. Donc, une urgence arrive dans la municipalité régionale de Tracadie ou sur l'île de la Mecque, la réponse est la même, est menée de la même façon, et la région au complet est prête à réagir avec l'aide de M. Ron Lorrain, qui est le coordonnateur des mesures d'urgence au niveau de OMU. Donc, le service auprès des services incendies également, en fait, une partie de notre année, faire le lien avec nos casernes d'incendie pour apporter une réflexion et une expertise, justement, à ce niveau-là.
Les initiatives ont été menées dans les démarches intersectorielles, en étroite collaboration avec les municipalités, la Gendarmerie royale du Canada, la santé publique, l'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick, la Croix-Rouge et bien d'autres partenaires, permettant de coordonner efficacement les interventions et de renforcer la sécurité à l'échelle régionale. Les activités marquantes du service, la gestion et la coordination des services d'incendie, un lien directement avec eux sur le terrain, un plan régional d'intervention d'urgence, donc la mise à jour dont je vous parlais il y a quelques secondes, le plan communautaire de résilience face aux incendies de forêt, dont on vient de faire le dépôt il n'y a pas très longtemps et qu'on est déjà en train de travailler à la phase 2 du plan communautaire de résilience face aux incendies de forêt. Si vous avez des questions à ce niveau-là, bien sûr, n'hésitez pas à contacter moi ou Gaston. C'est un plan qui va bien sûr venir être annexé à notre plan régional d'intervention d'urgence. Et bien sûr la collaboration et partenariat interservices, parce qu'on a souvent des besoins, que ce soit avec le service de déchets solides, par exemple, on a fait un plan de sécurité, si vous voulez, avec eux. Donc une belle collaboration qui est menée par l'expertise de Gaston à ce niveau-là. Le transport régional, je pense que c'est mon dernier chapeau pour aujourd'hui. Donc le transport régional, je vous dirais que l'année 2025, ça a marqué une étape importante pour le secteur du transport régional avec le lancement officiel le 24 janvier 2025, la nouvelle image de marque, Flexi Mobilité Rurale. On dirait que ce service-là bouge tellement rapidement que j'oublie que ça fait seulement 1 an qu'on a eu notre nouvelle image de marque et l'ajout de nos nouveaux véhicules sur le territoire de la péninsule. Cette identité regroupe désormais les services Flexi Transport en commun et Flexi Déplacement Péninsule. Donc, Déplacement Péninsule qui existe depuis 2015 et qui est littéralement du service de transport, ce qu'on appelle dans le milieu de transport communautaire. C'est des bénévoles qui apportent les gens souvent à des rendez-vous médicaux, par exemple, a été greffé au service de transport pour assurer une collaboration entre les deux et une certaine logistique qui fait juste du sens, finalement. Il y a plusieurs personnes au début, lorsqu'on parlait du service de transport régional, qui pensaient que les autobus allaient prendre la place de Déplacement Péninsule. C'est pas ça du tout. On vient littéralement améliorer le service et pouvoir offrir des offres concrètes dans le contexte. Donc, ils viennent se compléter. Les deux services travaillent ensemble. Nos deux répartitrices, Annie et Marie-Ève, justement, collaborent leurs bureaux sont un à côté de l'autre, ils peuvent collaborer tous les jours et identifier si on ne peut pas donner un déplacement à quelqu'un, est-ce que l'autre service peut l'offrir tout simplement. Vous verrez, Flexi Transport en commun, l'image de marque a été lancée le 24 janvier, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Les nouveaux trajets ont été mis en service en février 2025. Donc, on a réussi à connecter Tracadie, Shippagan et Caracat, qui a fait toute la différence, je vous dirais. La flotte de véhicules est maintenant composée de 6 autobus, dont 1 à 19 passagers, 1 à 16 passagers et 4 à 23 passagers. Donc, je regarde Nancy juste pour m'assurer que je dis les bons chiffres. Dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite et 5 mini-fourgonnettes qui sont maintenant à la CSR, littéralement. Physiquement, on a accès aux mini-fourgonnettes qui ont joué un grand rôle d'ailleurs dans le service d'accueil d'urgence cet hiver. Ils ont permis d'assurer le déplacement des clients vers le centre d'accueil d'urgence pour des personnes en situation d'itinérance. Participation aux événements communautaires, ça, je vous dirais que c'est la plus grande surprise depuis l'établissement du service. Les gens de la communauté nous font appel constamment à l'extérieur des heures de service, que ce soit pour, je pense, à l'Oktoberfest, le festival, le Kaina nous ont fait des demandes. À tous les fois qu'il y a un événement quelconque, on dirait qu'on dit hey, on devrait intégrer les autobus maintenant ou le transport des gens. Et on répond présent le plus souvent possible, bien sûr, d'après nos capacités. Ainsi que la péninsule acadienne, bien sûr, on collabore entre les services également. Signalisation et arrêt, je vous dirais que vous allez commencer à les voir. Il y en a déjà quelques-uns sur le territoire qui ont pu être greffés à des bâtiments, tout simplement. On pense à l'hôpital ici à Caracat, par exemple, ou à l'IGA, juste ici et d'autres endroits. Vous allez commencer à les voir apparaître sur le territoire dans les prochaines semaines, aussitôt que la Terre va nous permettre de rentrer un poteau un peu plus creux qu'un pied de terre. On devrait se rendre là, justement. Donc, ça va faire toute la différence, je vous dirais, sur le territoire, à voir où sont les arrêts. Et les gens auront beaucoup moins de difficulté à utiliser le service. Et incluant le système de perception et des communications. Donc, il y a une analyse en cours pour l'optimisation de la sécurité et de la collecte des paiements pour renforcer l'efficacité du service. Donc, pour ceux qui se demandent le service ne sera pas gratuit sur une base permanente, on rappellera que le service devrait avoir un coût quand même très abordable. Ce qu'on veut, c'est que le service ne coûte pas plus cher qu'acheter une voiture ou ne soit pas un détriment ou une barrière pour utiliser le service. Ça devrait être ajouté aussitôt que la prochaine expansion sera mise en place, littéralement. Donc, pour l'expansion, on parle de juin, mais on vise plus réalistiquement septembre, avec l'arrivée de notre nouvelle gestionnaire, qui est Mme France Faché, qui est assise juste en arrière. Donc, l'expansion et le service de planification devraient venir de pair
Et bien sûr, on va faire la promotion et la sensibilisation face à comment utiliser comment payer finalement, avoir accès aux cartes d'embarquement et tout ce que ça peut représenter. Vous verrez dans le graphique juste à droite qui est quand même marquant. La ligne plus foncée en haut, c'est les embarquements depuis de l'année 2025, littéralement. Vous voyez les 2 premières années d'offre de service. On se situait, nos plus gros mois, là, je vous dirais, ça se situait près entre 5 et 600. Et maintenant, on est au-dessus d'abord des 1200 embarquements par mois sur un service d'autobus à trajet fixe, je tiens à le mentionner, qui est un service qui demande quand même un changement de culture dans le paysage. Les gens ne sont pas habitués de dire je vais établir mon horaire avec un service d'autobus, donc pour me rendre à un endroit, je vais attendre de voir quand l'autobus passera. Je vous dirais que ça représente le plus gros bond, je dirais, pour la communauté. Là, notre prochaine étape va être ajouter le service sur demande. On le voit ailleurs, on le voit dans le nord-ouest, on le voit dans la région de Chaleur qui a une grande utilisation. La partie difficile est derrière nous, je vous dirais. Le service sur demande devrait arriver avec la prochaine extension et devrait être accepté assez facilement parce que c'est ce qu'on voit ailleurs à l'heure actuelle. Déplacement péninsule. Flexi Déplacement péninsule complète l'offre de services en mobilité régionale en proposant un transport accessible et à faible coût pour les déplacements essentiels, notamment les rendez-vous médicaux, reposant sur l'engagement d'un réseau de bénévoles et facilite l'accès aux services pour les résidents de la région, tout en contribuant à réduire les barrières liées au transport et à la situation d'isolement. Il soutient également la participation des jeunes à des activités communautaires, notamment culturelles. Donc, les partenaires, on parle de la Société d'inclusion économique et sociale, la Fondation communautaire de la péninsule acadienne et le ministère du développement social. Le comité directeur de la résilience région péninsule acadienne fait également partie des partenaires. Vous verrez dans le graphique juste à côté et dans le rapport annuel, il y a une comparaison d'année en année. Ce chiffre ne cesse de m'impressionner, c'est-à-dire que les kilomètres parcourus par nos bénévoles augmentent à tous les années. Alors, on a, et pour avoir arrivé encore d'une rencontre au niveau du transport en commun dans la province, notre service roule beaucoup, c'est-à-dire fait beaucoup de kilomètres. C'est probablement également pour la simple et unique raison qu'on doit se déplacer souvent à l'extérieur également. Nos bénévoles peuvent apporter des gens à Moncton, à Saint-Jean-Halifax pour rencontrer des spécialistes, par exemple. Donc ça contribue énormément à augmenter le nombre de kilomètres, mais nos bénévoles répondent toujours présents. L'an dernier, je pense que ça fait à peu près 2 ans qu'on fait ça, 2 ans, qu'on calcule le nombre d'heures de bénévolat que ça représente, et on parle de presque 6 000 heures cette année. Donc c'est un fait assez remarquable, je dirais. L'année 2025 a été marquée par une participation bénévole exceptionnelle, atteignant un niveau record avec 35 bénévoles engagés. Je pense qu'on est à 36 à l'heure actuelle. Les efforts de recrutement ont porté fruit, renforçant la stabilité et le développement du service, afin de souligner leur contribution essentielle. On a fait un super de reconnaissance, comme à tous les années, bien sûr. Et cette augmentation au niveau du bénévolat nous permet également d'élargir l'offre de services de déplacement péninsule pour les activités communautaires, comme par exemple, on a discuté tantôt pour le théâtre populaire d'Acadie, par exemple. Donc, ça fait le tour des services sous ma responsabilité. Merci beaucoup, Cédric, pour le résumé de l'ensemble des différents services qui se retrouvent sous le service de développement communautaire. Donc, c'est assez large, comme vous pouvez voir, la trame de services qu'on a, mais c'est des services de plus en plus appréciés des gens, donc on continue également à développer dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup. Je vais vous présenter les 2 derniers services, qui nous servicent au niveau de l'aéroport et également au niveau du contrôle des chiens. Donc, au niveau de l'aéroport de la péninsule, l'aéroport joue un rôle crucial en offrant un accès rapide et efficace aux patients requérant des soins critiques, permettant dans leur transfert vers des centres médicaux spécialisés dans les meilleurs délais. Donc, au cours de l'année 2025, l'aéroport de la péninsule a enregistré 46 atterrissages comparativement à 69 l'année précédente, ce qui représente une diminution de 33 % comparativement à l'année 2024. Au niveau du contrôle des chiens, donc, on a des données relativement à la vente du service, puis également aussi au niveau des appels. Donc, la vente des services et les sommes perçues par les communautés ont diminué d'environ 11 % comparativement à l'année précédente, passant de 6 000 $ à 5 000 $. Donc, ça, c'est l'enregistrement pour les tags de chiens. En 2025, 127 appels ont été traités comparativement à 71 en 2024 et 55 constats d'infraction ont été rédigés par le contrôleur des chiens, comparativement à 39 en 2024. Donc, l'activité du service a connu une importante augmentation en 2025 et on le ressent énormément à nos bureaux. Ça prend quand même assez de temps à gérer, je vous dirais, le dossier du contrôle des chiens.
parce qu'on a des situations des fois qui ne sont pas nécessairement très faciles, mais on évolue avec le service, on évolue également avec le type de demande qu'on a par rapport à ça. Donc, puis on a rajouté également la partie district de services locaux là, pour la dernière année aussi. Mais c'est un service qui est quand même assez important, mais on voit qu'il demande quand même beaucoup de travail administratif de la part de nos employés. Donc, pour la dernière, donc on parle de réalisation et défis. Donc, par rapport, je vous dirais, à la dernière année, donc j'ai ressorti, puis on aurait pu, comme vous avez vu avec toute la présentation de nos différents directeurs de services, il y a énormément de projets qui ont été réalisés au cours de l'année. Donc, je vous présente quand même peut-être un résumé de ce qui a été. Puis il y a des choses également qu'on n'a peut-être pas nécessairement sorties aussi aujourd'hui, mais que vous avez probablement entendu parler dans la dernière année. Donc, au niveau de l'optimisation du processus d'émission, je pense qu'on en a parlé quand même assez au cours de la dernière année, mais c'est que ça a tellement eu un impact majeur, je vous dirais, au niveau de nos services, au niveau de la CSR, au niveau de la perception également du service. Donc, on est très fiers du travail qui a été réalisé au cours de la dernière année là, au niveau de ce service-là. L'Alliance de l'énergie du Nord, ça aussi, c'est un dossier sur lequel on a travaillé au cours de l'année 2025. Il y a eu beaucoup de présentations à cet égard-là. Il y a également eu des présentations dans les différentes communautés. On continue, je vous dirais, de travailler sur le dossier. Les prochaines étapes, c'est probablement la modification législative nécessaire pour la création de l'Alliance. Donc, on espère qu'il va se faire dans les prochains mois. Donc, on continue à travailler énormément sur le dossier. Le programme pilote d'immigration francophone Inspire Péninsule Acadienne, Claude l'a mentionné également lors de sa présentation. C'est un dossier qui est quand même assez important pour la péninsule acadienne. Comme vous le savez, on travaille à augmenter la population active. Donc, c'est sûr que le dossier d'immigration est extrêmement important pour la péninsule acadienne et c'est une façon justement de contribuer aux objectifs au niveau de la croissance régionale. L'expansion du service de transport régional, Cédric est en mesure également de vous expliquer qu'est-ce qui a été réalisé au cours de la dernière année. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour la prochaine année aussi. Donc, notre but est d'étendre ce service-là sur l'ensemble de la péninsule acadienne avec une version un peu différente, avec un service sur demande aussi. Donc, on a bien hâte de voir ce projet-là sur l'ensemble de la péninsule. Couverture cellulaire, ça également, vous en avez entendu parler beaucoup, probablement au niveau des médias, au niveau des différents conseils municipaux. C'est un dossier que la CSR également a travaillé. On a piloté aussi ce dossier-là avec les différentes CSR du Nord, que ce soit avec Restigouche, avec également la région Chaleur. Il y a eu beaucoup de discussions à cet égard-là, donc on continue également à regarder le dossier de près au niveau de la couverture cellulaire. La révision des mandats des commissions de services régionaux, ça aussi, dans la dernière année, ça a été un dossier également qui a été discuté au niveau de notre table. Donc, comme vous savez, il y a une révision au niveau des mandats qui est en train de se faire actuellement. Donc, il y a eu des rencontres avec les ministères, également aussi avec les consultants responsables du dossier. Donc, on va probablement voir le résultat de cette révision-là, probablement cet automne 2026. Deuxième forum régional sur le sport, les loisirs et la culture. Ça également, Cédric l'a mentionné, c'est quand même un beau projet qui l'objectif principal est vraiment d'appuyer nos jeunes, d'augmenter l'accessibilité justement du sport envers notre jeunesse, qui contribue également aussi aux objectifs de Planète Jeunesse. Et soutien aux personnes en situation d'itinérance, mais ça, vous en avez entendu largement parler. Mais je pourrais vous dire que c'est un dossier qui a pris énormément d'efforts et de ressources de la part de notre équipe. Puis je vous dirais de la part de... Ça s'est pas seulement étendu au niveau du développement communautaire, puis on s'entend, Cédric a travaillé énormément sur le dossier, mais je pense que tous les autres services ont contribué pour s'assurer du succès de cette initiative-là, qui, on espère, sera probablement mieux organisée pour cette année, étant donné qu'on a appris énormément au cours de la dernière année. Mais il y a eu un travail colossal pour être en mesure d'offrir ce service-là en février cette année. Ça n'a pas été facile, mais on est fiers du résultat. Puis je vous dirais que Cédric a travaillé là, jour et nuit. Puis ça, je joke pas quand je dis nuit, c'est vraiment vrai, là, pour être en mesure d'assurer que ce projet-là soit considéré comme étant un succès pour permettre la mise en place de ce projet-là de nouveau en 2026, puis de permettre justement que ce soit plus facile d'acceptation en termes des autres régions lorsqu'on aura à choisir un autre endroit pour l'année prochaine. Donc, je pense
que ça fait le tour, je pense, pour le rapport. C'est que là, on n'a pas les mêmes numéros, mais c'est qu'il y a le règlement administratif, il n'y en a pas après. Mais pour le rapport annuel, on a Pour le fini le rapport, rapport on a annuel. terminé, oui. Donc, on a fini. Si vous avez des questions, des commentaires, on est ouvert à vous répondre. Merci. Est-ce que la question de la part des membres sur le rapport annuel? Très beau document, beaucoup d'informations. Ça montre le beau travail qui a été fait par votre équipe, les employés, au niveau de la péninsule. Je pense qu'on peut être fier. On peut être fier du travail qui a été fait. Et on n'a pas besoin d'être gêné à côté des autres CSR pour le travail qui est fait par l'équipe ici à travers la province. Alors, merci beaucoup, Mélanie et tous les employés pour votre beau travail. Je ne sais pas si c'est le temps, là, mais je vais. C'est toujours le temps. Toujours le temps, c'est Merci beaucoup. Toujours le temps. Moi, je ne vais pas dormir les années et demie. Si tu fais un speech comme on chante, Non, je ne ferai pas un speech, mais je veux juste dire que pour les 3 années et demie dernières, je vous dirais que j'ai tellement appris des gens qui travaillent pour la CSR, des conseils d'administration, des personnes qui viennent des fois écouter les rapports. Il y a des gens qui sont assidus à toutes les réunions. Mais c'est un monde de professionnels. Un monde qui veulent travailler, un monde qui n'abandonne pas parce qu'il y a un petit refus, un monde qui sont toujours à l'affût. Écoute, moi, j'étais émerveillé, même au niveau du comité que je présidais, là, au niveau de la sécurité publique. C'était intéressant. Les personnes qui venaient, là, c'est la GRC, que c'est les pompiers, que c'est des intervenants au niveau des ambulanciers et tout ce que vous voudrez. Mais, Monsieur le Président, vous avez vu les rapports à un moment donné. On a travaillé énormément sur essayer de faire des changements au niveau des ambulances dans votre région, par contre. Là. Puis je pense qu'avec tous les efforts, tous les points qu'on a amenés, ça commence à bouger. C'est peut-être pas rendu ce que ça devrait être, mais ça commence à bouger. Puis là, quand ça commence à bouger, puis c'est toujours plaisant d'ajouter, puis d'ajouter, puis d'ajouter. Au niveau de l'itinérance, bien écoutez, ça c'est un succès quasiment pas espéré, mais quand tu n'abandonnes pas, c'est ça que ça fait. À un moment donné, la lumière surgit, et puis les gens commencent à voir que c'est un problème. On avait juste, les gens disaient, il y a rien que 6 places, mais je pense que les 6 places qu'on avait ont énormément aidé. Écoute, je pourrais faire la même chose sur ça c'est Flexi, ça c'est sur tous les services. Je vous lève mon chapeau tout le monde, bonne continuité, puis moi je vais dormir à l'aise parce que je m'en vais à la retraite. Je sais qu'on a des services qui vont fonctionner dans les années à venir, puis ça va être plaisant de regarder ça passer. Merci beaucoup. merci Denis, puis j'espère que tu pourras venir nous voir une fois de temps en temps. Ah oui. On cherche des bénévoles. Oui, je vais être assis là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proposer le dépôt du rapport? Joseph, appuyé par Denis. Qu'on dépose le rapport annuel. Landry. J'ai bien parlé. Je l'ai pas vu. Prêt pour la question sur le dépôt du rapport, ceux qui sont en faveur, signifient en levant la main. Ceux contre, motion adoptée. On n'a pas de. Il n'y a pas de changement au règlement administratif. Alors, on passe par-dessus celui-là. Nomination des dirigeants. Mélanie, peut-être préciser qu'est-ce qu'elle a besoin comme. C'est ça. Comme on l'a fait la dernière période d'élection, donc on va pousser justement l'élection des dirigeants probablement en juin. Donc, c'est ça qu'on prévoit. Donc, c'est sûr que les élections municipales le 11, avant que les nouveaux conseillers, les maires soient surmontés, on part probablement peut-être fin du mois de mai. Donc, en juin, on aimerait peut-être avoir une réunion à ce gars-là, puis faire l'élection des dirigeants, mais également aussi de nos comités, si on a besoin de faire des changements au niveau de nos comités, les présidents de comités, tout ça. Puis, il y aura également aussi notre saison d'orientation, parce que les nouveaux conseillers, les nouveaux maires, vous allez avoir également aussi toute la période d'orientation municipale. Je sais qu'il y a quelque chose de prévu déjà la 2e semaine du mois de juin dans la région de Saint-Jean. Donc, nous, on espère faire une orientation à la fin juin.
Cette orientation-là va également concerner, c'est sûr, la gouvernance, c'est-à-dire notre conseil d'administration, mais aussi tous les conseillers municipaux. C'est important également qu'on vous rejoigne pour que vous soyez mieux en mesure de comprendre tous les services, tout ça qu'on offre au niveau de la CSR pour qu'il y ait une meilleure compréhension de tous nos dossiers. Donc, on prévoit ça également en juin. Parce qu'au niveau de la CSR, on doit effectuer nos budgets, là, je dirais, à partir de juillet et août. Donc, on aimerait que ce soit tout fait avant juin pour qu'en septembre, on vous présente le nouveau budget pour l'année 2027. Donc, c'est ça qui est prévu pour les prochaines semaines. Alors, merci, Mélanie. Alors, on a besoin d'une proposition pour prolonger le mandat du comité actuel, Denis Lausier, appuyé par le président DSL de Miscou. Est-ce qu'il y a des questions sur la proposition de prolonger le mandat? Sinon, prêt pour la question, ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Ceux contre, voici adopté. Et on est rendu à la levée de la réunion. Avant, est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires? Sinon, j'aimerais remercier tous les membres du Conseil pour leur participation au cours de la dernière année. Merci aux employés encore une fois pour votre beau travail. Puis s'il y a des questions de la part du public, des médias après, je suis certain que les employés sont ici pour vous donner plus d'informations parce qu'il y a tellement de services qui ont été expliqués rapidement. Mais si vous voulez plus d'informations, je suis certain que les employés pourront vous fournir ça après. Alors, est-ce qu'on est prêt pour l'ajournement? Quelqu'un qui veut le proposer? Denis Landry propose l'ajournement. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'être venu aujourd'hui et bonne journée. Il y a un petit goûter qui va être là. Il va y avoir un petit goûter. Il y a un petit goûter aussi, un petit goûter en arrière à côté. Il faudrait une copie du rapport annuel qui sera disponible en ligne. Ceux qui voudraient une copie du rapport annuel qui sera disponible en ligne.